Alors, nous sommes toujours avec Joanne Marcotte et Caroline Senneville et on vous pose la question, est-ce que l'éducation devrait être considérée comme un service essentiel? Donc, est-ce qu'on devrait interdire le droit de grève aux enseignants? On va aller faire un petit tour sur notre page Facebook. On a certains commentaires. Geneviève Lucas, les infirmières ont le droit de grève? Non. Et pourtant, c'est essentiel comme service et même plus. Donc, on ne devrait pas enlever le droit de grève. Pierre-Luc Tremblay, les professeurs font des miracles avec presque rien et sont traités comme des moins que rien. Ils méritent de meilleures conditions. Et s'il faut aller en grève pour ça, je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas le droit de le faire. Et finalement, Alain Joyal, tous les salariés du secteur privé devraient avoir un droit de grève. Même chose pour les salariés dans le secteur public, mais en ne prenons pas en otage ceux qui payent leur salaire, donc c'est-à-dire les contribuables. Nous avons Françoise au bout du fil. Françoise, on vous écoute. Est-ce que l'éducation est un service essentiel? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, l'éducation est un service essentiel, mais je crois que les enseignants, de toute façon, le droit de grève, il n'existe pas chez les enseignants parce qu'on nous met toujours des lois spéciales. Savez-vous que pour enseigner, ça prend 4 ans d'université? Quand on parle de nous, on parle comme si on était des gens qui n'avions pas de qualification. Donc, dans les services publics, le droit de grève devrait être donné partout, mais de toute façon, avec les gouvernements, on les coupe aussitôt. Aussitôt qu'on parle de faire... Il y a tout le temps une loi spéciale qui arrive, on vote une loi spéciale, puis on vous empêche de le faire. Il y a Denis au bout du fil. Denis, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Je veux juste vous dire une chose. Moi, le service essentiel, ça devrait être un service essentiel. Pas de droit de grève, mais l'arbitrage obligatoire. Okay. Pourquoi? Parce que moi, je trouve que j'ai travaillé ces deux côtés, autant du côté syndicat que d'un employeur. Je parle gouvernemental. Maintenant, le gouvernement, sa stratégie, c'est d'envoyer à la grève. Là, il économise 4 milliards. Je vous donne un exemple. Là, il impose une loi spéciale, puis ça leur coûte 3 milliards, mettons, le règlement. Donc, ils sauvent 1 milliard. Ça a toujours été le même jeu, que ce soit au fédéral ou au provincial. Les syndicats, tu gagnes pas à faire la grève. Jamais. Jamais. Tu n'as jamais gagné, puis ils gagneront jamais dans la fonction publique à cause des lois spéciales. Donc, ils utilisent le système avec arbitrage obligatoire. Encore là, le gouvernement va dire non, je suis sûr et certain. Merci beaucoup, Denis. Caroline Senneville, arbitrage obligatoire, vous en pensez quoi? Oui, et contraignant, c'est sûr que s'il n'y a pas de droit de grève, il faut compenser par quelque chose. Peut-être qu'on pourrait regarder le régime de négociation du secteur public qui, effectivement, est déficient, à tout le moins à notre point de vue. Et je vais reprendre l'expression de Mme Marcotte, la dure réalité des chiffres fait en sorte qu'en 2011, l'augmentation moyenne dans le secteur public est 3 fois moindre que celle du secteur public. C'est le cas depuis les 10-15 dernières années. Un enseignant qui commence, quand il a fini de monter dans les échelles salariales, année après année, il s'appauvrit. Le secteur public n'a pas rattrapé les salaires des 15-20 dernières années et les augmentations salariales, on a eu 0,5 la première année de notre dernière convention collective, 0,75 en bas de 1 et ça, c'est la dure réalité des chiffres des membres qu'on représente. Malgré les quelques jours nets de grève, effectivement, ça n'a pas réussi à augmenter ça. Et un arbitrage contraignant pour les partis, peut-être, c'est une formule qui mérite à tout le moins d'être discutée. Pourquoi pas? Joanne Marcotte, il y a beaucoup de fonctionnaires qui disent on a le dos large. Là, quand vous regardez, quand vous comparez nos salaires vis-à-vis le salaire du secteur privé, on gagne beaucoup moins cher. C'est fini le temps où les fonctionnaires étaient des gras durs. Arrêtez d'être tout le temps sur notre dos. Vous en pensez quoi, Joanne? J'en pense que la population est pas mal plus sage que ça. Je pense que la population, elle voit bien au-delà de l'échelle salariale ou des échelons salariales. Elle voit la sécurité d'emploi. Elle voit les fonds de pension à prestations déterminées. Elle le sait bien que si ça court pas les rues, si le monde font la file, participe à des concours où il y a des milliers et des milliers de candidats pour accéder à un emploi dans le secteur public, on voit bien qu'il y a quelque chose là qui est plus que dans le secteur privé. C'est un peu fou, ça, là. De voir la rémunération globale, la population elle réalise qu'il y a un net avantage dans le public que dans le privé. Même si dans les années passées, là, ils ont eu quelques... Maintenant, puis prenons aussi l'exemple des municipalités où il y a un écart absolument monstrueux entre les employés du secteur municipal et puis des entreprises privées qui, les employés du secteur privé, payent les déficits actuariels pour ce monde-là. Fait que moi, là, excusez, là, mais on plaindra pas le secteur public, là, quand même. Caroline Senneville, c'est vrai que la sécurité d'emploi, ça
vaut de l'or, surtout ces temps-ci. Un prof qui perd sa job, c'est rare qu'on voit ça. Là. Il faut quasiment qu'il fasse à coup de bâton un étudiant de perdre sa job. Là. Plein de choses par rapport à ça. D'abord, j'aimerais dire à Mme Marcotte que le débat n'est pas sur le monde municipal, donc ne mélangeons pas les cartes. Deuxième des choses, les enseignants, leur sécurité d'emploi varie selon le nombre d'étudiants, d'élèves qu'il y a. Donc, on est précaire jusqu'à temps qu'on ne soit pas stabilisé, que ça ne fasse pas X temps qu'on soit sur un poste. Donc, 10 années de précarité, c'est des choses qu'on voit. Je ne sais pas dans quelle vie Mme Marcotte est, mais en ce moment, dans le secteur public, y compris chez les enseignants, ce qu'on vit, ce sont des pénuries de main-d'œuvre. Chez les ouvriers spécialisés, par exemple, c'est à peu près impossible de trouver quelqu'un dans la fonction publique. Chez les enseignants, demandez à n'importe quel directeur d'école ou administrateur de cégep, ils vont vous dire que notre difficulté, c'est de trouver des gens qui vont enseigner, parce que dans les conditions actuelles, même avec la sécurité d'emploi, ça attire pas le monde. Les filets d'emploi, je ne sais pas où elle les voit. Troisième chose, la sécurité d'emploi, ça ne coûte rien. La sécurité d'emploi est là parce que l'État a une certaine pérennité. L'État ne risque pas de faire faillite. Dans le secteur syndiqué, privé, il y a aussi une sécurité d'emploi. Évidemment, si l'entreprise fait faillite, c'est la même chose. Et j'ajouterais pour donc un enseignant qui n'a plus de travail, la mise à pied d'un enseignant est très facile. Et effectivement, il y a des cadres dans des écoles, il y a des cadres dans des collèges, il y a des conventions collectives. Peu de gens le savent, mais la recette pour mettre des mesures disciplinaires à un enseignant, elle est dans la convention collective, elle est convenue avec les patrons, et puis ils n'ont qu'à suivre la retraite, la recette, à faire leur travail correctement. Et je peux vous dire que des griefs de congédiement, on en perd. La balle est dans le camp, Joanne. Joanne, rapidement, est-ce que vous voulez répondre à ça? Bien, j'écoute la dame, là, puis je la comprends. C'est quelqu'un qui défend un groupe d'intérêts. C'est quelqu'un qui va se battre pour préserver ses acquis. Maintenant, dans le contexte actuel, il va falloir apprendre à penser autrement. On va le frapper, le mur. Il est déjà frappé en France. En Ontario, on a des voisins qui font des gels de salaire. Au Nouveau-Brunswick aussi, dans le dernier budget. Alors, qu'est-ce que le Québec va faire? Et je pense que c'est là qu'il manque un certain leadership au Québec pour présenter aux Québécois et à tous ces groupes de pression-là qui co-gouvernent le Québec avec le gouvernement. Et remarquez bien que le contribuable n'est jamais assis autour de la table. Il y a toujours, on vient toujours piger dans sa poche pour augmenter les impôts, les taxes et tout le tralala. Donc, ça prend un leadership politique au Québec pour présenter la situation dans son ensemble, parce que tant que ça ne sera pas fait, c'est sûr que tous les groupes d'intérêt, incluant les étudiants, ils vont agir, ils vont faire pression et négocier avec les syndicats. Un après les autres. Et merci négocier avec les syndicats, c'est céder. Rien d'autre que ça. Merci beaucoup, Joanne. Merci beaucoup, Mme Senneville. Ça m'a fait plaisir. Merci pour ce débat. Après la pause, on revient pour la conclusion de l'émission.